C'est surtout une très bonne nouvelle que l'INRAP consacre sa saison à l'époque néolithique cette année, parce que le néolithique, c'est une époque qui a deux caractéristiques. La première, c'est que c'est une époque absolument fondamentale dans l'histoire des sociétés. Et deuxièmement, la deuxième caractéristique, c'est que le néolithique fait partie des époques les moins bien connues, les moins bien identifiées des périodes du passé. Si on compare au Moyen-Âge ou à l'époque gallo-romaine, tout le monde sait à peu près de quand ça date, à quel moment de l'histoire ancienne ça fait référence. La préhistoire, on arrive vaguement à savoir que c'est très ancien, évidemment. On arrive à situer aussi à peu près les choses. Pour beaucoup de gens, le néolithique, on ne sait pas trop dans cette trame chronologique comment les choses se situent. Il est clair que pour connaître l'histoire, il faut que ce soit enseigné à l'école. Or, dans les programmes scolaires, le néolithique a fait son apparition depuis relativement peu de temps. Avant que ça apparaisse dans les livres d'histoire et dans les manuels scolaires, le néolithique en fait, était enseigné quasiment nulle part. Et c'est la raison pour laquelle c'est que c'est une période qui est extrêmement méconnue de la part de nos contemporains. En fait, le terme révolution, il fait référence à deux choses. La première chose, c'est que dans le mot révolution, on s'attend à un changement majeur, à une rupture, à quelque chose qui bascule d'une chose vers une autre. Et le néolithique, de ce point de vue-là, c'est vraiment une révolution, parce qu'avec les sociétés néolithiques, on passe à des sociétés de la préhistoire qui vivaient majoritairement de chasse, de pêche, de cueillette pour pouvoir se nourrir, s'alimenter au quotidien. Et c'était majoritairement des populations nomades. Et avec les sociétés néolithiques, on va basculer dans un monde différent où le mode de vie, lui, va être basé sur l'agriculture, l'élevage et sur un habitat beaucoup plus sédentaire. Donc on va vraiment basculer d'un mode de vie vers un autre. Cet autre mode de vie, agriculture, élevage et mode de vie sédentaire, c'est encore celui que l'on connaît aujourd'hui. Il y a une modification radicale du régime alimentaire qui est faite par ces populations-là. Pourquoi élever? C'est parce qu'on a des bêtes sur pied, on a du bétail sur pied, donc on a une réserve, un stock alimentaire qu'on est à peu près certain de conserver. En plus, l'élevage, ça sert à différentes choses. On peut manger la viande, mais on peut aussi utiliser le lait, on peut utiliser la laine, on peut utiliser la force, la puissance des animaux pour tracter, pour porter à la place de l'homme. On peut utiliser les peaux pour des tonnes de choses, mais on peut aussi utiliser les os, on peut utiliser les dents pour faire des parures. Enfin bref, c'est une matière première, les animaux. C'est une vraie matière première qu'on utilise à différentes fins. Et ça modifie radicalement le mode de vie des gens. C'est en ça que l'alimentation est un élément important. On est certain de pouvoir manger quand on élève. Ce changement de mode de vie va permettre aux communautés d'être plus nombreuses. La démographie va s'en ressentir. Il va y avoir une explosion démographique qui accompagne la néolithisation. Et on va passer de quelques milliers d'individus à plusieurs centaines de milliers, puis à des millions. La démographie fait partie de cette rupture importante avec le néolithique. La révolution néolithique, c'est un concept qui a été inventé par un archéologue anglais qui s'appelle Gordon Childe en 1925. Ça a été publié en 1925. Donc ça a été beaucoup débattu et discuté, et aujourd'hui on fait un peu plus la part des choses. Le néolithique, ce qui est intéressant dans cette période, c'est que c'est un processus de changement de mode de vie, mais qui a été inventé dans différents... C'est un phénomène, un processus mondial, qui a été inventé, mis en œuvre dans différents endroits de la planète, mais pas toujours aux mêmes époques, pas toujours dans le même temps. On a ce processus de néolithisation, c'est-à-dire le basculement d'un mode de vie vers un autre, vers cette agriculture, cet élevage et cette sédentarisation, qui s'est fait par exemple au Proche-Orient, où là on a un foyer de néolithisation au Proche-Orient. Ce foyer, c'est le plus ancien connu au monde. Il commence aux alentours de moins 10 000
pour le Proche-Orient. On a un deuxième foyer en Chine, par exemple. On a un autre foyer en Nouvelle-Guinée, qui est un peu plus récent. On a aussi des foyers en Amérique, dans la zone andine. On a un autre foyer en Mésoamérique, en Amérique centrale. Et on a aussi des foyers en Afrique à des moments divers. Ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est que le processus a touché à peu près tous les secteurs de la planète. Le néolithique français provient du Proche-Orient. C'est un phénomène de colonisation par les populations déjà néolithisées qui de proche en proche vont avancer sur le territoire depuis le Proche-Orient et vont coloniser progressivement tous les espaces qui sont devant eux. Ça se fait, ils mettent du temps hein, pour venir ici. Ils vont mettre quasiment 4000 ans pour aller en gros du Proche-Orient, de la Turquie actuelle jusque ici dans le Finistère. Donc 4000 ans, on comprend bien que ce n'est pas un phénomène rapide, ce n'est pas des invasions, c'est un phénomène qui, de proche en proche, de village en village, qui s'installe un petit peu plus loin du foyer initial, c'est quelque chose de très très progressif. Ce qu'il faut savoir, c'est que les populations néolithiques en fait, se déplacent et le néolithique français, par exemple, si on prend les troupeaux de bêtes qui ont été élevés au néolithique, les moutons, les chèvres, ce ne sont pas des espèces qui existaient en Europe occidentale. Les espèces domestiquées viennent du Proche-Orient. En fait, les populations néolithiques, elles arrivent avec armes et bagages, si je peux me permettre l'expression. Elles viennent avec tout leur attirail de néolithique. Ils viennent avec leur maison, avec l'idée de construire leur propre maison, ils viennent avec leur bétail, ils viennent avec leurs outils, ils viennent avec à peu près tout. Et en fait, pour arriver jusqu'en France, il faut imaginer qu'on a eu deux phénomènes de colonisation. Il y en a un qui est un phénomène qui touche majoritairement le sud de l'Europe, qui se fait le long des côtes méditerranéennes, qui part du Proche-Orient et qui part de Turquie et qui longe les côtes de Grèce, les côtes de l'Adriatique, de l'Italie, les côtes méditerranéennes françaises jusqu'en Espagne, voire même jusqu'au Maroc. C'est le premier phénomène, c'est le plus ancien, et c'est comme ça que le néolithique atteint les côtes françaises pour la première fois dans la première moitié du 6e millénaire. Le deuxième phénomène de colonisation est un phénomène qui est plus au nord, qui touche lui pour le coup l'Europe centrale et le nord de l'Europe. On l'appelle le phénomène danubien parce que ça suit globalement les rives du Danube. Et c'est le phénomène qui va coloniser, s'épandre peu à peu sur tout le nord de l'Europe et qui va arriver en Alsace, qui va passer le Rhin, qui va arriver en Alsace, qui va arriver dans le bassin parisien, puis qui va finir sa progression jusqu'en Bretagne. Ce qui est intéressant avec ce phénomène-là, celui du nord de l'Europe, la colonisation danubienne, qu'on appelle danubienne, c'est comme ça qu'on donne un nom à ces cultures anciennes d'ailleurs, c'est qu'on utilise souvent les noms géographiques la plupart du temps. Ce phénomène-là va arriver au Finistère, mais au-delà du Finistère, ils ne peuvent plus avancer. On est face à l'océan. Il faudra attendre les Vikings pour que des populations humaines d'Europe traversent l'Atlantique et aillent plus loin. Le Finistère, là, pour le coup, porte bien son nom. L'Europe, c'est le bout de l'Eurasie. On est sur une espèce de péninsule qui s'enfonce progressivement vers l'Atlantique. Et donc l'expansion du néolithique qui vient du Proche-Orient bute contre l'Atlantique, que ce soit le phénomène danubien comme le phénomène méditerranéen. Alors le phénomène méditerranéen, le processus de colonisation méditerranéen, on appelle ça le cardial. Pourquoi le cardial? C'est parce que ces populations ont fabriqué des poteries en céramique, céramique cuite, et ces poteries ont été décorées en imprimant dans la pâte de ces poteries des coquillages qu'on appelle le cardium, c'est les coques, c'est le nom scientifique des coques. Et ça donne un décor tout à fait particulier et du coup, comme elles ont produit ces poteries, on appelle ça le phénomène cardial.
entre 5005 et 5008 avant notre ère, c'est les premières traces, les premiers témoins de néolithique, et c'est principalement dans le sud de la France, sur la façade méditerranéenne. Dans le nord de la France, et notamment sur la partie est, en Alsace par exemple, le phénomène est un peu plus récent. Donc il y a un petit décalage chronologique entre le sud de la France et ce qui se passe dans le nord de la France. Néanmoins, si on se dit 5005 pour garder une date facile à retenir, le néolithique va durer jusqu'à 2003, 2000 avant notre ère, jusqu'au tout début de l'âge du bronze, qui est l'époque qui va suivre l'époque néolithique, qui va nous permettre de sortir du néolithique et nous diriger vers les âges des métaux, âge du bronze, puis âge du fer, avant l'époque romaine. Donc le néolithique dure un peu plus de 3000 ans en fait. Et 3000 ans, c'est quand on y pense, dit comme ça, c'est rapide, on se dit que c'est voilà, une petite période de temps, mais 3000 ans, c'est l'équivalent de 3 fois la durée du Moyen-Âge, qui lui est censé, selon tous les historiens, durer un millénaire. On lui attribue une durée d'un millénaire entre la fin de l'Antiquité et le début de l'époque moderne. Le néolithique dure 3000 ans. Au départ, c'est le premier impact néolithique, les premières traces, les premiers vestiges néolithiques dans le sud de la France, donc les vestiges du Cardial, atteignent les côtes méditerranéennes. Les populations qui s'implantent dans le sud de la France sur les côtes, de proche en proche, sans doute par des petits sauts de puce d'un site à l'autre, se développent et vont à l'étape suivante progressivement s'étendre dans le territoire qui est à l'arrière des côtes. Et depuis les côtes méditerranéennes, on a plusieurs phénomènes qui remontent par les grands fleuves, par la vallée du Rhône, par d'autres vallées du sud de la France, et vont progressivement remonter vers le nord tout au long de ce début du néolithique, qui pour nous est du coup le néolithique ancien en France, même si on est déjà 4 millénaires après le début du néolithique. Nous, ici, il est un peu plus récent, on appelle ça quand même le néolithique ancien. Ils vont remonter au fur et à mesure vers le centre de la France, vont atteindre les côtes atlantiques, vont atteindre le Puy-de-Dôme. Et dans le même temps, le néolithique du nord de la France, le phénomène danubien, lui, va peu à peu s'étendre vers l'ouest, jusqu'au Finistère, mais va aussi descendre vers les rives de la Loire et pour certaines communautés, même dépasser les rives de la Loire. Aux alentours de 4005, oui c'est ça, 4006, 4005 avant notre ère, en gros, la néolithisation du territoire français est achevée, c'est-à-dire qu'on a des communautés néolithiques à peu près partout sur le territoire, sauf peut-être en montagne. Et surtout, c'est que les deux phénomènes culturels, celui du nord de la France et celui du sud de la France, se rejoignent. La France est totalement néolithisée, il n'y a plus d'espace vide, donc le processus néolithique de proche en proche qui venait sur des territoires quasiment vides, maintenant est terminé, est achevé, et on va passer à une autre étape du néolithique que les néolithiciens français appellent évidemment le néolithique moyen. C'est la deuxième étape de cette très longue période. Alors qu'est-ce qu'on appelle une culture néolithique? C'est une question un peu complexe à traiter. Ce qu'on aimerait connaître de ces sociétés anciennes, c'est précisément à quel peuple ça correspondait, comment ils vivaient. Mais on a, avec les documents archéologiques dont on dispose, avec les vestiges archéologiques qui ont été laissés par ces populations qu'on retrouve sur les sites aujourd'hui, il nous manque des informations. On ne sait pas quelle langue ils parlaient. Est-ce que ce que l'on appelle, nous, une culture archéologique, est-ce qu'ils parlaient tous la même langue dans une culture archéologique? On n'en sait rien aujourd'hui. Est-ce qu'ils avaient une identité propre, partagée? Est-ce qu'ils avaient eu la même religion? Aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose là-dessus. Quand on parle de culture archéologique, on se base surtout sur des documents matériels. Par exemple, au néolithique, on invente la poterie. En tout cas, on développe
l'usage de la poterie pour fabriquer des objets, des ustensiles, des vases, des cuillères, des vases de stockage par exemple pour conserver les graines sur un terme plus ou moins long. Ces vases, on leur donne une forme, on va même les décorer par exemple. Donc nous, on va voir sur un site archéologique des vases en forme ronde et puis sur un autre site des vases en forme différente. Et on va se dire que ces productions sont différentes et qu'elles ne relèvent pas des mêmes cultures, de la même culture matérielle. Donc on va séparer ces productions en deux ensembles différents. Et on va donner des noms différents à ces objets-là. Si on prend le mouvement de colonisation du nord de l'Europe, de néolithisation du nord de l'Europe, qu'on appelle parfois le mouvement de la colonisation danubienne, les sites archéologiques qui correspondent à ce mouvement de colonisation, dont on voit l'expansion progressive jusqu'en Bretagne, ce mouvement de colonisation, on l'appelle aussi d'un nom différent qu'on a décidé d'appeler le rubané, par exemple. Pourquoi le rubané? Parce que de la même façon qu'au cardial, les vases étaient décorés avec du cardium, dans la culture, dans le phénomène danubien, les poteries vont être décorées avec tout simplement des motifs en forme de ruban. Et du coup, on a décidé d'appeler ça, les archéologues se sont mis d'accord pour appeler ça le rubané. Donc on a décidé que les premiers néolithiques sur le territoire français, on a décidé de leur donner ce nom de rubané et qui nous permet de déterminer l'extension de cette culture-là, qui ne correspond pas du tout aux mêmes traits culturels qu'on peut avoir dans le cardial, dans le sud de la France. Si le cardial est la première culture néolithique dans le sud de la France, le rubané est la première culture dans le nord de la France, tout au long du néolithique vont se développer des groupes culturels ou des cultures. Ils sont relativement nombreux. Sur 3000 ans, on s'imagine bien qu'il n'y a pas eu une seule culture homogène qui est restée identique du début jusqu'à la fin du néolithique. C'est une succession de groupes culturels et de cultures différentes. Parfois, elles s'étendent sur l'ensemble du territoire, comme par exemple à la fin du néolithique, le phénomène campaniforme. Et ce phénomène du campaniforme va même aller au-delà du territoire, puisque c'est un phénomène européen. Et on va avoir au contraire, à certains moments, des groupes plus restreints, qui vont être des groupes régionaux. Je pense en Bretagne, on parle des groupes néolithiques du Quessois, du Conguel ou du Castellique, qui sont trois cultures archéologiques néolithiques différentes qui interviennent à différents moments de cette époque. Ici, nous sommes à Concarneau, près de la Pointe-Bretagne, sur un site de grande ampleur qui est en cours de fouille aujourd'hui. C'est une fouille d'archéologie préventive. Les archéologues sont ici pour comprendre et étudier les vestiges qui sont présents sur le site. Ce site est voué à la construction de lotissements et qui pourrait porter atteinte au sous-sol. Et c'est dans ce cadre-là que les archéologues sont présents aujourd'hui ici. Sur le site de Concarneau, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a découvert sur ce site différents plans de bâtiments, de structures qui normalement devraient être en élévation. On a retrouvé des vestiges de ces structures en élévation, des maisons tout simplement, qui datent du néolithique. La sédentarisation, qui est l'une des principales caractéristiques du néolithique, la sédentarisation des communautés, effectivement, ils habitaient dans des maisons en dur, construites avec les matériaux utilisés à l'époque, c'est-à-dire majoritairement du bois et de la terre. Alors, ce qu'on a ici, évidemment, ne ressemble pas trop dans la tête de tout un chacun à ce à quoi correspond une maison. Néanmoins, ça reste quand même, avec l'interprétation des archéologues, le plan d'un bâtiment que je vais essayer de vous montrer. Ces maisons, elles sont très importantes. Les premières communautés néolithiques qui arrivent en France, je pense aux Rubanais ou à ce mouvement de colonisation danubien, dès ces premières populations, ils habitent dans des maisons, ils construisent des maisons.
Alors dans le Rubanais, les maisons sont rectangulaires, elles mesurent de 5 à 6 mètres de large, elles font de 10 à plus de 40 mètres de longueur. Et ce sont des maisons simples, néanmoins construites avec des poteaux en bois qui permettent de soutenir la charpente. Les poteaux en bois, pour être implantés dans le sol, on creuse des trous pour implanter ces poteaux en bois, qu'on plante ensuite dans le trou, on rebouche le trou et le poteau ne bouge plus. Enfin, il ne bouge pas beaucoup, on construit le deuxième poteau un petit peu plus loin. Et on arrive ainsi à construire une maison au fur et à mesure, et ces poteaux en bois vont soutenir le poids de la charpente. Et donc c'est des vraies maisons qui montent à plusieurs mètres de hauteur et qui font parfois de très très grandes dimensions. On connaît aujourd'hui pour le néolithique français plusieurs centaines, et je pense même aujourd'hui plusieurs milliers de plans de bâtiments. Ces plans évoluent à travers le temps, entre le néolithique ancien avec ses maisons rectangulaires, avec une évolution vers des maisons rondes pour une culture archéologique qu'on appelle le Cerny dans le bassin parisien par exemple. On va passer à différentes étapes, à différentes formes, selon les régions et selon les cultures. Le plan des maisons, les dimensions des maisons risquent de varier. Ici à Concarneau, le site archéologique est daté donc de la deuxième moitié du néolithique final. On est presque à la fin du néolithique. On est aux alentours de 2005 avant notre ère, quelques centaines d'années simplement avant le passage à l'âge du bronze. Et plusieurs plans de bâtiments ont été mis au jour, comme celui-ci. Ce que l'on voit ici devant moi, ce sont des tranchées de fondation. Alors, ce qu'on voit, c'est une tranchée tout court. On voit qu'il y a eu une petite tranchée qui a été creusée grâce sans doute à une pelle, une pioche et des truelles. Ça n'a pas été creusé ici par hasard. En réalité, donc on est ici sur le substrat du terrain, qui est un substrat un peu mélangé avec des pierres, avec des sédiments un peu fins, limon et argile. Et ce sédiment, quand il est frais, on voit qu'il est relativement clair, il est jaunâtre. Et à cet emplacement ici, on avait au contraire une trace qui était beaucoup plus sombre et qui dessinait le plan que l'on voit là sous les yeux. Cette trace, elle correspond à quoi? Elle correspond à une tranchée de fondation. C'est-à-dire qu'au néolithique, ils ont décidé de creuser un petit fossé, là, avec la forme qu'on observe devant nous. Et ce fossé a servi, cette tranchée de fondation a servi pour y implanter des poteaux. On n'a pas fait des trous isolés les uns des autres, on a fait une longue tranchée de fondation dans laquelle on implantait les poteaux de bois de ce bâtiment. Donc ici, il y avait un bâtiment. Il faut imaginer la structure avec donc des poteaux de bois qui montaient en élévation et qui soutenaient une charpente beaucoup plus haute. En fait, c'est une maison. C'est le plan au sol d'une maison. C'est le plan des fondations d'une maison. Et on peut connaître, si on fait le relevé de ce plan, on reconnaît une forme générale en amande ou en œuf avec une zone plus large à l'avant, plus étroite à l'arrière. Et pourquoi je dis à l'avant? Parce que tout simplement ici, entre ce point-là et ce point-là, la tranchée de fondation a été stoppée. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a jamais eu de poteau en bois qui empêchait le passage. Et c'est une entrée, c'est l'entrée tout simplement de la maison. Donc on a une façade avant, une façade arrière et des parois latérales. C'est la structure même de cet objet archéologique qui nous permet de dire que c'est un plan de bâtiment. On en a un deuxième juste à côté qui est identique sur ce site, c'est-à-dire que là le site est constitué de deux maisons accolées ou presque accolées l'une de l'autre et elles ont exactement la même forme. La forme est en amande avec un avant, un arrière et des parois latérales. L'implantation des poteaux se fait dans une même tranchée de fondation et on a le même système d'entrée avec une interruption de cette tranchée de fondation sur le bâtiment d'à côté que l'on devine ici, qui est un peu plus érodé que celui-ci, mais on le devine quand même relativement bien à 20 mètres de distance. Les deux maisons sont orientées de la même façon, elles ont le même plan et elles sont contemporaines. Ce qu'on peut voir aussi à l'intérieur de ce plan de bâtiment, c'est l'existence d'autres vestiges, comme celui-ci, cette petite chose très très légère,
Et ce qu'on distingue ici, c'est que le sédiment n'a pas la même couleur que le reste du sédiment qu'il y a autour de nous. Il est légèrement rosé, légèrement d'une couleur différente, un peu plus rouge. Et cette couleur de sédiment correspond en fait à de la rubéfaction. En fait, les sédiments ont été chauffés, c'est ce qui leur donne cette couleur, et on est face en fait, à un foyer, à une structure de chauffe qui est en plein milieu du bâtiment et qui a dû servir comme outil sans doute de cuisine à cette maison. Sur ce site, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces deux plans l'un à côté de l'autre, donc ces deux maisons l'une à côté de l'autre. Ces deux maisons ont sans doute fonctionné en même temps. C'est l'étude du mobilier archéologique qu'on a découvert en fouillant les tranchées de fondation qui va nous permettre de le déterminer plus précisément. Le site est en cours de fouille, il va falloir mener maintenant des études en laboratoire pour aller un petit peu plus loin et préciser les choses. Mais sur le site autour de nous, on a retrouvé à quelques distances d'ici, à une cinquantaine, centaine de mètres, on a retrouvé deux plans de maisons identiques. Donc on a deux spots de deux maisons chacun. Il y a 4 maisons au total sur ce site. Ce sont des petites fermes, ce sont des populations, je le rappelle, comme on est au néolithique, des populations d'agriculteurs et d'éleveurs, ce sont sans doute des paysans qui devaient travailler sur les champs à proximité immédiate. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer l'emplacement des lieux d'habitat sédentaires du néolithique. Le mobilier archéologique découvert dans ces tranchées de fondation, ce sont des rejets, ce sont les poubelles, hein, les vases cassés, tous les objets qui sont tombés au sol, hein, et qui se sont retrouvés piégés dans les sédiments qui sont venus combler les tranchées de fondation et les autres trous qui ont pu être réalisés dans le secteur. C'est comme ça qu'avec les données archéologiques que l'on récupère, on est capable d'aller un peu plus loin sur la datation et sur l'organisation de l'espace. Le mobilier archéologique découvert, et en particulier la céramique, les fragments de poterie qu'on a pu découvrir, nous font référence à des productions que l'on caractérise assez bien et qui correspondent à celles de la moitié du 3e millénaire et qui font référence à une culture archéologique qu'on appelle le campaniforme, qui date de cette époque-là. Et en particulier, on n'a pas la très belle céramique décorée que l'on peut avoir dans les sépultures, mais on a la céramique domestique, la céramique quotidienne, qui sert à la préparation des repas, par exemple, au jour le jour. Donc c'est vraiment de la céramique banale, mais néanmoins qui se rattache à ces productions du campaniforme. Et ce qui est un fait assez, non pas inédit, parce qu'on connaît maintenant quelques sites de ce type-là en Bretagne, mais qui est un fait relativement peu courant sur le campaniforme au niveau national. On a la chance ici à Concarneau d'avoir découvert 4 bâtiments. Ces fameux bâtiments en amande, il y en a 4, ils sont identiques, et les mêmes dimensions, la même structuration, mais en même temps, c'est pas comme si on connaissait très très bien ces bâtiments. On a quelques sites en Bretagne où des bâtiments du même type ont déjà été découverts. Et c'est l'accumulation de ces données d'un site à l'autre qui nous permettent de comprendre qu'il faut rattacher, grâce au mobilier archéologique qui est découvert dans les tranchées de fondation, que ça appartient, que ça a un lien en tout cas avec la culture campaniforme. En fait, c'est un travail en cours qui commence. On est en train de mettre en évidence des caractéristiques des maisons du campaniforme. Mais il faut savoir que c'est rarissime. Le campaniforme est un ensemble archéologique, une culture archéologique qui n'existe pas que sur le territoire français, mais qu'on retrouve aussi depuis la Grande-Bretagne jusqu'au Portugal. C'est un phénomène à grande échelle européenne à la fin du néolithique. Mais rares sont les endroits où on a pu mettre la main sur des plans de bâtiments pour comprendre à quoi ça ressemblait. Dans quel type de maison ces gens habitaient.
Et là, en l'occurrence, pour le campaniforme, c'est sans doute en Bretagne qu'on a les éléments les plus avancés aujourd'hui. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur ces sujets-là et on est en train vraiment de déterminer ces grandes caractéristiques.